Hello Corentine, comment tu vas? Bah super et toi? Bah écoute, ça va super bien. Bah écoute, aujourd'hui on va parler de satisfaction de client. On va parler d'un sujet qui est le renouvellement, l'upsell, le cross-sell. C'est un sujet en fait qu'on trouve rarement en fait dans le contenu. On parle beaucoup de newbies et pourtant en fait dans un moment où la croissance est plus compliquée à atteindre, le moyen le plus sûr d'y arriver, c'est d'aller chercher à faire plus de business avec ses clients. Je t'ai invité parce que ça fait 6 ans que tu as piloté des comptes stratégiques chez AB Testi, avant de basculer récemment sur un poste de newbies. Et donc, tu es la meilleure pour qu'on puisse parler justement de renouvellement, de maîtrise de compte, comment on orchestre un grand compte, comment on arrive à gérer la rétention, comment on fait de l'expansion sur un compte. Et puis, évidemment, on va parler de comment, effectivement, le fait que tu as été Key Account Management, ça te permet d'être bonne aujourd'hui sur la partie newbies. Ça marche? Parfait. Bienvenue sur Vendu, le podcast commercial de référence pour augmenter votre taux de closing. Ici, on discute des meilleures stratégies de vente pour conclure plus de deals, fidéliser ses clients et rendre ses commerciaux plus performants. J'ai des discussions sans filtre avec celles et ceux qui font de la vente au quotidien, des sales leaders, des top performers. On va dans le détail, on donne du contexte pour que vous puissiez repartir avec de la matière actionnable. Je suis Laetitia Fall, je vous embarque dans une nouvelle discussion. Installez-vous confortablement. C'est l'heure de votre dose de culture sales. Bonne écoute. Écoute, ça fait 6 ans. Moi, j'aime bien parce que ça fait très longtemps que tu es dans une boîte. Et aujourd'hui, c'est rare, en fait, de voir des gens qui restent Je longtemps te dans des confirme. boîtes. Et donc, du coup, ça permet, en fait, de vraiment rentrer en profondeur sur des choses. Et donc, ma première question, c'est quand on gère justement un portefeuille client de grands comptes, Mhm. qu'est-ce que ça veut dire concrètement assurer la satisfaction et donc la rétention sur un grand compte? Comment ça marche? Bah déjà, le premier point, c'est d'aller faire une super cartographie de tous tes interlocuteurs avec qui tu vas travailler. Aussi bien côté C-level que jusqu'à l'opérationnel. Dans ton métier de CAM, tu dois être garant de l'usage de ta plateforme. S'il n'y a pas d'usage qui est fait, ton compte, tu vas le perdre. Donc ça, c'est super important d'avoir un super mapping et des contacts avec tes opérationnels du day-to-day et les C-level aussi qui valident les budgets et qui, eux, insufflent les enjeux aux équipes. Vraiment, Ok, c'est aucune négligence sur aucun profil. ok. Et du coup, donc tu t'appuies principalement sur l'usage en fait pour savoir un peu si tes comptes sont en bonne santé. Mais justement, du coup, tout ça, ça fait, enfin, tu mappes, mais tout ça, ça fait beaucoup de monde. Est-ce que déjà, en fait, avant, en amont du mapping, puisque toi, tu es sur la partie cab, comment se passe en fait la passation? Est-ce que tu étais chez ABTC, tu es déjà en fait intégré dans le process de vente Newbies où tu récupérais uniquement le compte à partir du moment qu'il est signé? Et comment se fait le fait que tu vas chercher les informations, tu vas les chercher toi-même ou en fait vous avez un process de passation qui est assez bon? On a un super process de passation chez ABTesti. La Ok. compte exécutive, le new business, gère son business, lui, avec pre-sales et tout ça. C'est lui qui va qui va mener tous les sujets qui vont être juridiques, sécurité et tout ça sur cette typologie de compte. Et une fois que le deal est signé, ce new business va organiser un kick-off avec lui-même, le Key Account Manager, le Customer Success Manager et un Technical Solution Manager aussi pour vraiment lancer la collaboration. On va organiser un call où il y aura donc toutes ces parties prenantes côté AB Testi et aussi un maximum de parties prenantes chez le compte strat, si level que opérationnel. Ok, c'est intéressant parce que parfois il y a un peu une confusion entre Key Account Management et CSM. Là, chez vous, vous avez les deux rôles. Du coup, justement, c'est une collaboration, parfois, il peut y avoir un peu de friction, où ça commence pour l'un, où ça commence pour l'autre, etc. Justement, comment tu essaies de gérer pour qu'il y ait cet alignement? Comment ça se passe? C'est-à-dire que c'est le Key Account Management qui ensuite pilote tout le monde quand il récupère le compte, donc le technical et le CSM. Et du coup, voilà, comment ça fonctionne? En fait, toi, tu es juste sur la partie euh, d'aller regarder un peu les signaux. Le CSM, c'est quoi son rôle? Le CSM d'ABTSI, il a un rôle qui est primordial dans l'usage de la plateforme. Le CSM, chez nous, il va avoir un maximum de touch points avec les opérationnels pour être garant de l'usage, pour insuffler des use cases, pour insuffler des best practices et tout ça. En plus du Technical Solution Manager qui peut être là pour répondre à des questions techniques aussi. Donc, on a une vraie force côté accompagnement chez ABTSI pour faire que nos clients gagnent en maturité. Et du coup, moi, je vais vraiment travailler en binôme avec le Customer Success Manager où très régulièrement, je vais avoir des touch points avec lui pour faire des revues sur le compte, ce qui va pas, ce qu'on peut proposer, avoir
on travaille toujours en collaboration, même si on n'a pas forcément les mêmes KPIs. On a quand même un KPI commun, c'est de pas churner le compte, sinon ça nous retombe dessus. Ça, c'est qui est assez logique en soi. Ce qui fait qu'on travaille intelligemment et ça se passe plutôt bien parce que le CSM, il a plutôt un scope qui est dédié à l'opérationnel et moi, j'ai plutôt un scope qui va être dédié aussi bien à l'opérationnel aussi parce que très souvent dans ces opérationnels, je vais identifier un champion ou un team lead qui va être mon champion. Et ensuite, je vais avoir aussi à faire aussi level, mais c'est une, c'est un assemblage de personnes différentes, d'interlocuteurs différents, mais qui matchent bien. Surtout que le CSM, il va être intégré donc sur ces touchpoints aussi avec les clients, mais quand on va mettre en place des sortes de digital days chez des clients, ça va être un travail en binôme avec le CSM. Lorsqu'on fait plein de déjeuners avec des clients, le customer success est toujours là. Il est absolument pas mis de côté. C'est vraiment un travail, je dirais, comme ça, pour être garant de la rétention du compte. En fait, toi, tu es un peu chef d'orchestre, si tu le disais un peu ce mot-là, et je pense que c'est réel. C'est-à-dire que, du coup, avec le CSM, avec le Technical Manager, Solution manager, ouais. Solution Manager, pardon, et aussi également avec les personnes qui sont dans le compte. Donc, il y a la partie chef d'orchestre interne et chef d'orchestre externe. Justement, en fait, quand tu... Alors, là, du coup, ça a l'air hyper carré, donc tu as une vision un peu à 360 de ce qui se passe dans le compte quand tu le récupères. Mais j'imagine que toi, tu as quand même un travail au départ au-delà du mapping des personnes, de comprendre en fait c'est quoi les relais d'influence, de comprendre c'est quoi les zones de risque, etc. Comment tu t'y prenais, justement, comment tu t'y prends pour pouvoir avoir un peu cette vue à 360 de comprendre vraiment le compte? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait dans le temps ou est-ce que tu te dis, là, j'ai X temps pour vraiment comprendre à qui j'ai affaire? Je pense que le premier trimestre de collaboration, il est hyper important parce que c'est celui, donc il va y avoir ce call de kick-off qui va lancer la collab. Et après, ce qui est hyper important de programmer, c'est un premier comité de pilotage, une première business review. Et dans cette business review, on aura une revue des enjeux, des KPI qui ont été évoqués lors du kick-off. On verra s'ils sont maintenus ou s'il y a eu des décisions COMEX qui sont différentes. Donc ça permet d'avoir déjà entre le kick-off et le comité de pilotage des premières guidelines. Et ce premier comité de pilotage, il permet d'assurer si on part dans la bonne direction ou pas. Et surtout de s'assurer s'il y a eu de l'usage déjà. Et s'il y a eu de l'usage, quelle typologie d'usage il y en a eu. Est-ce que c'est une grosse vélocité? Est-ce que c'est peu? Ou est-ce que c'est zéro? Et de là, en fait, pendant ces 3 premiers mois, moi, je vais pouvoir aller cartographier donc qui sont les différentes typologies d'interlocuteurs. Encore une fois, C-level, team lead, opérationnel. Et d'où viennent toutes ces personnes-là. Ce qui est super important sur un métier de key account manager, c'est de faire attention aux signaux qui peuvent être un peu négatifs. Il y a toujours des gens qui ont été des champions quand tu as fait ta négo, quand tu as gagné ton deal, mais il y a toujours eu des détracteurs aussi. Et c'est comment faire switcher ce détracteur en devenant peut-être pas forcément un champion, mais au moins quelqu'un qui n'est pas un caillou dans la chaussure. Ça peut être un persona qui ne croit pas au CRO, parce que nous, on travaille sur l'amélioration de l'expérience client via le Conversion Rate Optimization, l'optimisation de taux de conversion. Et il y a des gens qui peuvent être réfractaires, surtout sur des grands groupes où on peut avoir des gens qui sont là depuis X temps et à qui ça ne parle pas. Donc, il y a déjà ça. Il y a vraiment de l'évangélisation, de l'éducation à faire. Il y en a qui ont pu travailler avec des outils concurrents, où ils ont été hyper satisfaits ou qui ont pu avoir des mauvaises expériences avec notre solution. Enfin, vraiment, il y a des signaux hyper importants à voir. C'est aussi mapper et se connecter avec tout le monde sur LinkedIn pour voir ce que like ces personnes aussi. Parce que ce merveilleux outil LinkedIn nous permet quand même de récolter pas mal d'informations sur les intérêts de nos interlocuteurs. Et des fois, moi je me rappelle, il y a quelques années, je m'étais aperçue que je pouvais être en danger sur un compte grâce à un like de post LinkedIn, un commentaire. Ouais. Et du coup, ça m'avait super alerté. Enfin, du coup, on avait fait une boucle avec le CSM de l'époque où on s'était dit, bon, bah là, il faut qu'on attaque. Quel est notre plan d'action là-dessus, quoi. Bah, du coup, c'est parfait parce que tu vas sur la question juste après. Mais avant ça, je voulais justement noter, c'est qu'on parle souvent des usages de LinkedIn pour les newbies, mais très peu sur la partie cam, alors qu'en fait, en réalité, là, tu donnes un exemple en fait de signaux qui sont hyper importants à aller chercher, parce que c'est vrai que
Bah, même moi, tu vois, j'aurais pas eu le truc, tu vois, de me dire: «Allez, je vais regarder ce qu'il like pour voir s'il like, en fait, un concurrent» et cetera. Mais c'est vrai, parfois, tu le découvres comme ça, tu fais: «Oh là là!» Mais tu vois, le faire systématiquement, que ça rentre dans ton process, c'est plutôt pas mal, quoi. Et effectivement, peut-être j'imagine, du coup, tu dois avoir tous tes clients en notification pour voir ce qu'ils partagent et cetera? C'est un peu ça, non? Alors, j'ai pas été jusque-là, je suis pas tant OK. espion, mais, heu, mais ouais, j'arrive à avoir quand même des infos, mais vraiment en fouillant, quoi. Ouais. Et ben franchement, Ouais, parce que sur des comptes strat, tu peux pas te louper. mmh, Tu peux pas te louper. C'est tellement des gros enjeux, c'est que la moindre poussière peut avoir des conséquences terribles. Donc il faut être, c'est de l'hypervigilance, quoi. Sur cette compte-là, ouais, t'es en hypervigilance comme si t'avais un petit bébé de 3 mois dans les mains, quoi. bah, franchement, c'est Et hyper, qui a toujours que 3 mois. et ben, c'est hyper intéressant. Donc, bah, du coup, en fait, on a effectivement le premier trimestre, donc tu es hyper focus et j'imagine, en fait, au fur et à mesure, bah, c'est du suivi, c'est tu cultives un petit peu. Ouais, après, à la suite du premier trimestre, tu as créé quand même un bon lien. Donc, tu fais pas mal de déjeuners et tout. Et du coup, ça permet d'avoir du small talk. Et puis, moi, enfin, j'adore ça. J'adore les gens. Donc, Mmh. du coup, c'est pas un effort pour moi. Ça m'a fait permettre de rencontrer beaucoup de gens avec des problématiques qui étaient différentes, des enjeux différents aussi. Ce qui est hyper enrichissant au niveau de la culture, parce que aussi bien on a des comptes de lead generation que des comptes médias, que des comptes e-commerce, donc c'est pas les mêmes guidelines, c'est pas les mêmes typologies de politique, donc c'est hyper intéressant de comprendre. Et on fait ouais vraiment pas mal de déjeuners et chez nous on fait quand même pas mal d'événements aussi, donc on a plein de leviers pour rencontrer nos clients et ça c'est top du top. Bah, écoute, trop bien. Tu disais du coup que 90 de ton rôle à l'époque quand tu étais à BTC, parce que quand on parle de CAM, on pense tout de suite à renouvellement et cetera, mais que 90 de ton rôle, toi, quand même, c'était de garantir un bon usage de la plateforme et qu'ensuite, effectivement, il y avait la dimension plutôt, expansion. Comment justement on transforme, bah, du coup, ça va un peu avec ce que tu disais tout à l'heure, mais comment on transforme en fait, cette ultra vigilance que tu as en stratégie de rétention, en fait, justement, qui permet d'être mesurable? Comment tu arrives à, au fur et à mesure, sur des grands comptes comme ça, à te dire en fait, OK, parce qu'en fait, moi j'aime bien dire cette phrase: «Le renouvellement, ça dépend pas toujours de la satisfaction». Tu peux avoir des gens qui sont satisfaits et qui renouvellent pas. Donc justement, qu'est-ce que tu mets en place justement pour pouvoir garantir en fait cette, est-ce que tu avais des KPI en disant: «Là, je pense que cette personne, on peut le garder» ou «Ça, je pense qu'il y a un risque» au-delà, tu vois, même sur des comptes qui peuvent être apparemment satisfaits? Là, tu poses la question en permanence. Ah Est-ce ouais? qu'il y a des choses qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qui manque chez nous? Si tu as une baguette magique, qu'est-ce que tu voudrais changer aujourd'hui? Ouais, cette question, c'est toujours est-ce que ça te va? Est-ce que la relation qu'on a, elle te convient? Est-ce que la relation CSM, elle te convient? C'est vraiment reposer la question sans cesse. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Vraiment. Et du coup, les déjeuners, en soi, c'est là que tu vas avoir tes infos. C'est pas lors des comités de pilotage parce que en général, il y a quand même beaucoup de people. Mmh. Les Mmh. gens n'osent pas forcément dire ce Mmh. qu'ils ont sur le cœur. Comme Mmh. quand on est dans un groupe d'amis, c'est pareil. Mmh. Oh, s'il y en a un qui est détracteur, bon, bah, tout le monde va lui sauter dessus. Et du coup, le small talk, vraiment, les petits catch-up calls comme ça, tiens, on fait un webinaire, est-ce que ça te dit d'y participer? Tiens, on organise un déjeuner, il y aura un tel, est-ce que ça te dit? Enfin, et à ce moment-là, et au fait, by the way, est-ce que t'es content? T'as vu, on a sorti ça, ça te convient? Oh bah ouais, non, ah mince, tiens, j'ai vu qu'il y avait un peu moins d'usage sur la plateforme. Pourquoi t'es pris par d'autres prios? Qu'est-ce qui fait que le sujet qui était top 1 il y a encore 3 semaines a l'air de passer top down? Tu vois, c'est vraiment toujours. En fait, ce métier, c'est toujours tu refais c'est comme en newbies d'ailleurs, la découverte. Ça, c'est hyper intéressant et du coup, en fait, moi, ce que j'aimerais bien comprendre, c'est que est-ce que tu avais un en disant parce que parfois il y a des trucs et bon, en tout cas, moi, j'ai eu aussi une expérience, on va dire, de cam, mais j'ai l'impression que parfois c'est difficile à tenir. C'est de dire, en fait, pour chaque client, il faut X touch point, tu vois, par trimestre. Mais en fait, il y a des clients sur lesquels tu vas mettre beaucoup plus d'efforts que d'autres, même si ce sont des comptes stratégiques. Donc, est-ce qu'en fait, au final, c'est quelque chose que tu peux, en fait, un peu processiser ou c'est quelque chose que tu dois faire justement en mettant un peu plus de ton feeling, quoi, en disant, bah, justement, il y a les déjeuners. Là, je sens que sur le prochain trimestre, ma règle de, faut que je leur parle 2-3 fois, dans le trimestre, c'est n'importe quoi. Il faut que je leur parle limite toutes les semaines parce que je sens et cetera, enfin, est-ce que c'était quelque chose que tu processisais, le fait d'avoir des touch points réguliers? Ou est-ce que c'était vraiment en fonction de ce que tu ressentais
en termes de rétention, potentiel ou risque, etc. Non, c'était processisé. En fait, je me Ok. fixais par quarter un nombre de déjeuners. Mais typiquement, sur cette typologie de compte du Strat, on parle de grands groupes français, euh, tu les as toutes les semaines. Même sur un petit truc. Bah, je compte les échanges par mail aussi. Il y a toujours un petit sujet, même un micro. Il y a toujours un truc. Parce que, Mm. par exemple, il y a toutes les évolutions en termes juridiques Ouais. qui sont à la charge du key account manager. Il y a aussi, s'il y a besoin de sujets de facturation, il y a pas que la plateforme en elle-même et son usage, parce que ça, le CSM est super garant de ça, mais il y aura toujours un petit touch point qui fait. Et sur tout ce qui est déjeuner, non, moi c'était fixé à chaque début de quarter, il faut que je fasse X déjeuner. Quand j'étais cam, je faisais des fois 2-3 déjeuners par semaine, hein. Ok. Et, Donc, ça prend du temps parce que Paris est grand. et parfois, tes clients ne sont pas qu'à Paris, j'imagine, sur certains Et grands ben groupes. non, alors là, du coup, c'est par toute la journée. Mais en fait, c'est important parce que bon, on en reparlera sur ton expérience actuellement en Ubis, mais effectivement, c'est là où, quand on parle dans la vente, de capter en découverte les impacts que tu peux avoir pour ton client, il y a les impacts rationnels qui est, bah, votre plateforme, elle est incroyable, elle vous permet de faire ça. Mais effectivement, dans les déjeuners, justement, parce que j'ai déjà parlé de ces sujets-là, c'est compliqué d'avoir aussi les impacts émotionnels. Qu'est-ce qui est important pour ton interlocuteur? Parce que, en fait, finalement, tu vends et tu vends à des humains et donc du coup, enfin voilà, qui ont des enjeux, qui ont des objectifs dans les boîtes, qui veulent parfois monter, qui veulent avoir un nouveau département. Et parfois, le fait de réussir avec ton produit, c'est quelque chose qui va être important dans leur carrière. Et ça, c'est pas quelque chose que tu vas déceler dans des comités de pilotage et ailleurs, quoi. Et donc, déjeuner, déjeuner, déjeuner. Ouais, vraiment, c'est ça, hein, c'est déjeuner, déjeuner, déjeuner. Bah, c'est vraiment écouter les gens, échanger avec eux. Quelles sont les attentions, quelles sont les évolutions qui veulent faire, comment moi je peux les aider à les atteindre. Enfin, vraiment, qui ils sont et où ils veulent aller demain, quoi. C'est pas une question que Et, j'avais prévue, mais je posais la question parce que j'ai déjà vu ça en vrai. Il y a des clients, j'imagine, qui sont devenus tes potes, quoi. Vraiment, après. ouais, grave. Non, parce qu'en fait, ce que j'aime dans ce job, c'est que c'est un peu la différence avec le newbies. Moi, je suis plus newbies, j'en ai parlé, voilà. Ouais, ouais. Enfin, c'est plus le truc qui m'anime. Mais c'est vrai que, en tout cas, les cams que j'ai vus qui étaient très bons, au final, à la fin, bah, beaucoup de leurs clients, c'est leurs potes, quoi. Enfin, tu vois, ça devient. Bah ouais. Des potes, quoi. T'es Donc, content, t'es content d'aller les voir. Bah ouais, il y a des gens, franchement, avec lesquels je me suis vachement attachée parce que vu que j'ai fait du key account manager pendant 6 ans. Il y en a, la répartition des portefeuilles n'était pas telle qu'elle est aujourd'hui. Et il y en a, bah, j'ai travaillé pendant 6 ans avec eux, quoi. ouais, en fait, et c'est comme si, comme tu disais, tu as des touchpoints au moins toutes les semaines. C'est comme si c'était tes collègues, en fait, tes collègues de boulot. Ah ouais, Bah ouais, ouais, parce qu'il y en a, enfin, surtout en période de Covid, où tu voyais aucun collègue, mais que tu avais tes clients au téléphone, bah, enfin, t'avais beaucoup plus de touchpoints avec eux, quoi. Mais ouais. vraiment, ouais, ouais, il y en a, c'est vraiment devenu des bons copains et des bonnes copines. Yes. Du coup, justement, sur cette partie client satisfait, parce que généralement, quand on est une boîte plutôt établie, on a plus de clients satisfaits que de clients insatisfaits. C'est pour ça que je préfère mettre mon curseur là-dessus. C'est quoi les signaux faibles qui t'alertaient sur un potentiel risque de non-renouvellement malgré que le client était satisfait? Est-ce qu'il y avait des choses que tu pouvais déceler? Et ben, des changements d'interlocuteurs. Ouais. Ok. Tu vois, des Ouais. départs à tout niveau, hein, d'opérationnel à C-level, vraiment un changement d'interlocuteur, bah tu sais pas, tu as tout le travail à refaire sur cette personne-là. Tu as bah, quels vont être potentiellement ses objectifs à lui. Une non-présence syncopile, Ah. ouais, tu vois, une non-présence syncopile, c'est un signal faible, un usage qui baisse. Tu as Ok. identifié quand même pas mal d'objectifs et tu vois au fur et à mesure du trimestre qu'en fait, paf, ils étaient peut-être à 3 tests par mois et en fait, il y en a eu 0. Donc là, Mhm. qu'est-ce qui se passe? Ok. Est-ce que le sujet est complètement dépriorisé? Et du coup, bah là, je cours au churn. Est-ce que en fait, il y a un problème qui n'a rien à voir avec moi? Est-ce qu'en fait, il y a un désengagement parce que j'ai un concurrent qui est arrivé dans la boucle? Ok. Tu vois? Ok. Quid de ces signaux-là, vraiment des engagements sur l'usage, des engagements lors des touchpoints et changement d'interlocuteur. Ok, justement, qu'est-ce que tu mets en place pour sécuriser la relation avant d'avoir des complications, notamment pour anticiper des discussions budgétaires ou des réorganisations? Ouais,
ça, c'est des discussions sur cette typologie de compte qu'on mène entre 9 et 12 mois avant la date anniversaire du contrat. Tu peux pas D'accord. arriver la fleur au fusil entre 6 et 3 mois avant. C'est impossible. Parce que tout est déjà plié. Donc, c'est un travail qui se fait vraiment très en amont. Pour moi, sur les 6 derniers mois, tu es dans du fine-tuning de négociation. Enfin, c'est terminé, c'est plié, voilà. Par contre, entre le 6 et le 12 avant, là, t'es en hyper. Hyper vigilance. T'es une poule sur des œufs, quoi. Hmm. Vraiment, c'est là, parce que c'est là que tu dois aller bien pousser sur le fait que mon outil, il a évolué par ça. Enfin, vraiment, que tous tes interlocuteurs soient hyper au courant de ce que toi tu proposes, pour pas qu'ils n'aient le sentiment, s'il y a un concurrent où il laisse une porte ouverte, qu'ils aient l'impression que toi tu es à la traîne versus les autres. Tu Hmm. vois. Donc, te garantir vraiment d'une bonne connaissance de ta solution, de tous les rachats qu'on a pu faire aussi, et même si ça ne correspond pas, ça montre quand même une bonne dynamique dans la boîte. Donc, Ouais, vraiment, effectivement. être hyper au clair sur ce qu'on fait, les news, et anticiper un maximum de c'est quoi le process d'achat maintenant. Avant, c'était ça. Est-ce que c'est toujours ça? Est-ce que ça a changé? Et des garanties, vu que sur du compte strat et sur des comptes qui sont en longue durée, des garanties que tout a changé. Et puis, tu as des gens comme nous sur la partie newbies qui attendons comme le lait sur le feu, tu vois, les renégociations. Et normalement, euh, d'être dans le budget en septembre. Et donc, du coup, d'avant ça, d'avoir dégagé la personne avant. Donc, effectivement, euh, c'est C'est super long, ouais. vraiment. Ah ouais, il faut s'y prendre un an en avance. Il faut Mm. vraiment être sûr un an avant que tous tes signaux sont ouverts sur tes people, tes champions, tes détracteurs, ton usage, les news, vraiment que tu sois aligné là-dessus, le nouveau process de décision et les people qui doivent signer. Est-ce qu'il y a besoin d'aller évangéliser, d'aller présenter ce qu'on fait à ces personnes-là aussi? Parce que ça se trouve, tu peux avoir un, deux, trois acheteurs, tu peux avoir un cabinet d'achat externe. Est-ce qu'il faut que j'aille présenter ce qu'on fait à ce cabinet d'achat externe? Tu vois, il y a Mm. énormément de people qu'il faut mettre dans les boucles. Et pour ça, bah, t'as pas un an, c'est bien. Je Et te dis comment que tu tu, arrives 6 justement, mois, c'est mort, quoi. ouais, c'est clair, mais comment tu, du coup, sur le changement d'interlocuteur, je, je, je te pose la question, mais typiquement, bah, parfois, il y a des personnes qui vont décider de partir 6 mois avant, etc. Est-ce que, par exemple, avec les gens avec qui tu es en relation, c'est une question que tu pourrais poser, de savoir s'ils se projettent, en fait, cette année, ça se fait de poser ces questions-là? À savoir si est-ce qu'il va rester dans la boîte ou est-ce qu'il va partir? Ouais, exactement. Poser tout le temps la question. Comment Ok, tu te sens? d'accord. Comment tu te sens? Est-ce que tu te projettes, en fait, sur l'année, etc. Enfin, ou juste comment tu... Ok, du coup, ok. Comment Ok. tu te sens? Est-ce que tu te vois rester? Est-ce que tu as des envies d'évol et tout? Ça revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, tu vois, refaire de la découverte sur là où il se situe. Parce que tu peux le voir au 15 janvier et le revoir au 10 avril. Ça se trouve, il s'est passé je ne sais pas quoi, il a une super opporte autre part, donc bah, il va se casser. Hmm. Il te le dit en off. Ou ça se trouve, il y a eu un changement managérial, friction, bon, au service. Vraiment, je posais tout le temps la question. Est-ce que tu te vois encore rester? Comment tu te sens? Eh ben, écoute, je mets le point là-dessus parce qu'effectivement, moi, j'aime bien dire que les découvertes clients, elles se finissent jamais. Et donc là, tu prouves en fait que bien même après, à chaque fois, tu fais que ça, tout le temps, à chaque fois. Du coup, on va passer un peu sur l'expansion. Donc ça, en fait, bah, tout ce travail-là, en fait, ça permet l'expansion. Et ce que j'aime bien là, dans ce que tu dis, c'est que parfois, on est un peu focus que sur la vente, alors que, en fait, c'est tout ce que tu faisais avant, c'est de la vente, en fait. Euh, tout ce que tu as partagé avant, c'est de la vente. Comment tu détectais justement, parce qu'on est sur des grands comptes, tu es bien installé, comment tu fais pour ce que moi j'appelle les zones blanches dans un groupe existant, des endroits où en fait il y a des opportunités, et sans qu'on te voit arriver avec des gros sabots. Ouais, grave. J'ai trois solutions. Ok. La première, tu es en renouvellement de contrat. Est-ce qu'on ne peut pas aller chercher tes petits copains pour que ça soit intéressant pour tout le monde? Premier point. Mm. C'est rare qu'on te dise non. Deuxième, t'appuyer sur les partenaires techniques. Et troisième, les partenaires agences. Yes. Parce que dans des grands groupes,
tu as forcément d'autres outils avec lesquels tu es intégré qui sont présents dans des entités sur lesquelles tu n'es pas. Donc, comment tu peux aller travailler avec eux en prouvant la valeur de ton travail s'il y a les deux solutions. Et le troisième point, les agences sont des grands groupes. Il y a X entités. Très souvent, ce sont des agences différentes. Ouais. Et donc, nous, on a beaucoup de partenariats avec les agences. C'est comment, avec cette agence-là, on peut rentrer sur le compte. Ok. Donc, partenariat et sur la partie renouvellement, s'appuyer sur son champion, quoi, en gros. Exactement. Et Renouvellement. aussi, même quand tu es hors renouvellement, parce qu'il y a des boîtes qui sont ultra silotées, c'est comment dire à mes top champions, est-ce que tu connais ces personnes-là? Est-ce que vous avez des instances ensemble? Parce qu'il y a beaucoup de comités internes sur des thématiques différentes dans les grands groupes, ce qui est très très cool parce que ça leur permet d'avoir une bonne vision de ce qu'ils font interfiliales. Et est-ce que tu pourrais pas toucher un mot à X personnes? Et tu as ta prospection classique aussi. Hein. Tu peux y aller, tu y vas aussi, la fleur au fusil, comme si c'était du pure newbies. Hein. Il y a ça aussi qu'il ne faut pas négliger. C'est ta première cartouche. Et ensuite, tu as ta partie champion et tes agences techno et tes agences partenaires. Tu vois, mais c'est aussi comment tu fais avec ce que tu as pour y aller. Quoi. Trop bien. Et justement, comment tu arbitrais en fait avec ton temps entre sécuriser l'existant et aller chercher de nouveaux revenus? Bah là, c'était la partie la plus complexe parce que j'avais quand même un gros portefeuille client. C'est souvent ça, parce que quand tu es bon, généralement, tu as un gros portefeuille. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué de, de gérer. Ça prend du temps. Je pense que 90% de mon temps a été vraiment sur la sécurisation et 10% était sur la partie plus la partie prospe. Ok. Vraiment, c'était alloué de cette manière-là sur ce que je faisais moi. Est-ce que tu as un exemple du fait que t'associer avec d'autres acteurs? Donc justement, je trouve ça hyper intéressant. Moi, aujourd'hui, je parle beaucoup de la partie partenariat, même sur la partie newbies. T'as permis en fait de verrouiller ou bien justement d'élargir en fait un compte, notamment sur la partie technique, peut-être un peu plus. Ouais, exactement. On a mené un travail top sur une grosse boîte française l'année dernière, où on était un partenaire techno, un partenaire agence et nous. Et on a expliqué la valeur d'avoir les trois en même temps. Et ça a été long, parce que c'était un gros deal. Et on a tous les trois, le trio a hyper bien fonctionné. Donc, on a tous les trois réussi à aller travailler ensemble. Rien que ça, c'est un closing, en fait, déjà, de closer chaque partenaire en disant viens, on y va ensemble, quoi. Ouais, exactement. Ouais. C'était une décision. Et franchement, on ne s'est pas du tout marché sur les pattes. On avait chacun nos objectifs, chacun nos guidelines, chacun notre valeur ajoutée. Et ça se cumulait super bien. On avait énormément de touchpoints les uns avec les autres. Quand on menait des meetings, on allait tous les trois. On allait faire de l'évangélisation interne aussi parce que c'était pas quelque chose qui était mis en place. Et on y allait ensemble. Et on a vraiment, on s'est pas lâché, quoi. Et ça, je trouve ça plus puissant parce que... C'était trop cool. C'était génial. Bah déjà, je pense qu'en termes d'expérience, c'est cool parce que tu commences à travailler sur un projet excitant, en fait, d'un nouveau modèle au sein d'un compte, etc. Et puis en même temps, je trouve que en fait, en réalité, là, tu travailles à faire en sorte de rendre facile ton job d'après, parce que à partir du moment où tu arrives avec deux partenaires pour lequel pour qu'il y ait une autre personne qui arrive sur un compte comme ça, faut y aller, parce que il faut que tu dégages le partenaire d'agence, il faut que tu dégages le partenaire technique, et il faut que donc voilà, donc en fait ça t'aide en fait à rester en place et à sécuriser en fait justement, et voilà, quoi. Exactement. Exactement, et c'était vraiment hyper intéressant comme projet parce que là on était c'était un vrai projet top one de toutes les boîtes. Il fallait pas qu'on se loupe. C'est trop bien. Et on s'est pas loupé. Ah, trop bien. En tout cas, je trouve ça cool parce que ça donne des idées en fait à certaines personnes, et de se dire en fait, faut pas non plus que voir la renouvellement et l'expansion sur avec ce que tu peux faire avec tes petits bras et ton produit. Parfois, en fait, tu peux élargir avec d'autres, rendre ton produit plus sexy, parce que parfois il peut y avoir aussi des problématiques de roadmap, etc. Et tu peux rendre ton produit un peu plus sexy en t'associant avec d'autres personnes, plutôt qu'en je veux pas être vulgaire, mais en embêtant en fait les équipes internes pour qu'ils aillent beaucoup plus vite, quoi. Non, on le fait vachement. Ça, c'est vraiment une énorme force qu'on a, parce qu'on a un gros pôle R&D aussi
côté AB Testing, un gros pôle produit. Et les intégrations, c'est quelque chose de fabuleux, moi, je trouve, dans ce métier-là, parce que plus t'es intégré, plus t'apportes de la valeur, t'aides. On est quand même dans une logique aujourd'hui de rétention et aussi de rationalisation des coûts. Donc, comment on peut associer les partenaires aussi pour récupérer la data. Enfin, là, je parle propre vraiment à mon métier, mais vraiment, c'est clé, quoi. Si t'as pas d'intégration comme ça, déjà, tu peux pas aller sur des grands comptes comme ça, c'est pas possible. Tu peux pas rentrer. Ouais, tu rentreras pas comme ça, quoi. Non, non, parce qu'il va y avoir un trou dans la raquette, Complètement. dans le suivi. Donc, ça marchera Mmh. pas. C'est vraiment un Et, point clé. bah écoute, merci pour ça. On va finir sur ta. Parce qu'en fait, c'est marrant parce que tu as fait le chemin inverse. Normalement, tout le monde, tout le monde fait newbies cam parce qu'ils en ont marre de faire de la chasse et d'être dans le dur. À la base, en plus, quand je suis arrivée, j'étais SDR. Donc, du coup, la suite logique, quand même, était que j'aille closer. Et j'ai eu une discussion avec le VP Sales de l'époque. C'était il y a un moment maintenant, en 2018. Et, et je lui avais dit, on avait été déjeuner. Moi, je fais beaucoup de déjeuner. Je crois que j'ai l'impression que je mange tout le temps. Et encore une fois, c'est là que c'est plus facile, je trouve. Et je lui ai dit, je sais pas. Est-ce que je fais du CAM? Est-ce que je fais du newbies? À la fin de ce déjeuner, arrivé au dessert, on s'est dit, bon, allez, non, on va aller faire du CAM Ok. et ça va le faire et tout. Et je regrette absolument pas mon choix parce que j'ai adoré faire ce métier. J'ai adoré, voilà ce que je disais, connaître vachement de problématiques liées à des secteurs totalement différents. J'ai eu la chance de travailler sur des comptes plutôt mid-market et ensuite d'aller sur l'enterprise du stratégique, donc avoir vraiment différentes typologies de comptes à des époques différentes parce que entre 2019 versus 2025, le monde a complètement Il a changé changé, dans la ouais. vente. Ouais. Mmh. Ça n'a rien à voir. Avant, on avait besoin de 2 interlocuteurs et en 2 mois, c'était plié. Mmh. Maintenant, tu es plutôt à 5-6 et tu en as quand même pour X temps. Donc, Mmh. chaque vente, qu'elle soit un panier moyen plus basique versus un énorme panier moyen, c'est le même, c'est le même C'est le même travail. effort. Ah, exactement, c'est le même effort. Et du coup, vraiment, j'étais hyper contente de faire ça, mais j'avais hyper envie de me challenger. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir postuler en interne pour aller sur du newbies. Et du coup, j'ai postulé, hein, j'ai fait mon CV et tout, comme si j'y étais pas. Hein. J'ai fait meeting talent acquisition. Enfin, vraiment, on a reparti au départ parce que je trouve ça hyper légitime aussi. Parce que, voilà, hein, c'était pas un métier que je faisais. Et je suis hyper contente de ce switch parce que j'arrive aussi à créer du lien quand même avec des prospects. Parce qu'un prospect, tu l'as 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois au téléphone dans Ouais. des laps de temps qui sont un quarter. Bon, là, j'aurais fait mon premier quarter d'ici pas longtemps. Et du coup, tu arrives quand même à créer du lien. Alors, je déjeune pas pour l'instant, Mmh. mais certainement que sur du grand compte, ça viendra. Mais pour l'instant, je n'en suis pas là, mais je suis hyper contente parce que c'est hyper challenging. Je dois recommencer ma prospe, je dois aller nurturer mes lignes, je dois aller faire mes démos. Enfin, c'est vraiment, c'est totalement différent, mais c'est une adrénaline de dingue. Et moi, je suis hyper épanouie. Et bah écoute, c'est trop bien. De toute façon, ça s'entend. J'adore parce que tu as l'air vraiment passionné de ton job. Ah ouais, J'adore. j'adore. J'y pense Et un du peu coup, trop, même des fois, je pense, mais bon. bah ça prouve que tu es au bon endroit. Mais du coup, Ouais, justement, ton expérience de cam, en fait, déjà, ça s'entend, ça forcément, ça nourrit une culture sales extrême, au-delà du métier, mais aussi une culture de. Quand je parle de culture sales, c'est d'être en capacité de pouvoir passer d'un sujet d'une boîte bancaire à une boîte assurance, à une boîte de ouais. retail. Enfin voilà, donc forcément, ça te nourrit. Qu'est-ce que justement ça t'apporte? Parce qu'on a souvent le truc, et moi, je l'ai pu le dire, et je fais mon mea culpa, c'est une grosse connerie. J'ai pu dire que, en fait, euh, pour être bon en cam, il fallait être bon en newbies. Mais par contre, être bon en cam ne garantit pas d'être bon en newbies. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, Ah c'était bah une ça, connerie. l'avenir me le dira. Non, mais en fait, je pense que j'ai vu, il y a des gens qui Qui t'ont m'ont fait démontré. mentir. Ouais, qui m'ont fait mentir. Donc, du coup non, parce que justement, il y a cette culture sales et j'aimerais bien te poser cette question. Et puis, t'as un réseau, etc. Ouais, Justement, qu'est-ce que c'est ça a ça. pu te. Comment ça t'aide aujourd'hui d'avoir été cam pendant autant d'années? Alors déjà, j'ai créé du lien rapidement, avoir un peu de small talk et tout ça, j'arrive à le faire hyper naturellement. Ça, c'est très Mm. cool.
et mon réseau. Mais ça, c'est vraiment une énorme valeur ajoutée pour moi. Si j'ai besoin d'avoir une rêve client, bah en fait, je vais quand même demander au CAM qui a repris le compte suite à mon changement de pote, est-ce que ça te dérange pas que je contacte un tel parce que j'ai besoin de réassurance, j'ai un prospect qui en a besoin. Euh, et du coup, bon, mais le CAM me dit toujours oui. Et franchement, le client me dit, enfin, me répond dans la minute, bah ouais, carrément. Enfin, quand tu veux aussi mes dispos et tout. Donc ça, je peux aussi pour du Mm. témoignage client. Donc ça, hyper Mm. facile. Et typiquement sur de la chasse sur du grand groupe aujourd'hui, ce que je peux faire, une petite partie de mon travail. Bah, très souvent, en fait, les gens ont travaillé dans des boîtes avec lesquelles j'ai travaillé. Mm. Donc, Mm. il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'étais en call avec quelqu'un et en fait, on connaissait plein de gens en commun. Mm. Donc, Mm. parce qu'elle avait travaillé chez un de mes anciens clients. Et du coup, bon, bah, direct, ça, on est Ça crée moins la dans. confiance. Ouais, exactement. On Mm. est moins dans je vais te vendre ma soupe et je Mm. suis là que pour te vendre ma soupe. Enfin, direct, ça m'humanise parce que je connais quelqu'un. Je lui dis d'ailleurs, bah d'ailleurs, si tu veux, elle t'en parlera mieux que moi. Tu vois, enfin, Mm. de ce qu'on fait, si tu veux. Enfin, voilà, je vous organise un call. Enfin, ou même, fais-le toi de ton côté. Enfin, vraiment, mon réseau, ça va être une grosse force pour moi pour donner, vraiment m'humaniser, quoi, je trouve. Et arrêter de passer Pour pour le souvent commercial qu'on. qui veut vendre des trucs. Exactement. Et Avec justement, mon donc, petit arrière blanc The Office, là. Tu vois, ouais, je comprends, carrément. Et j'ai tu bien dis, en fait, choisi. tu m'as dit en off que ce métier-là est plus dur, mais plus épanouissant là pour toi, là pour le moment. Ouais. Concrètement, qu'est-ce qui est plus exigeant aujourd'hui dans la conquête de nouveaux comptes? Et aussi parce que, comme tu l'as très bien dit, le contexte 2025 est très différent des contextes qu'on a pu connaître, toi et moi, il y a un petit moment. Ouais. Ah ben, c'est que là, chaque touchpoint ne peut pas me foirer. Il n'y a pas un moment où je dois être en down, où je dois pas avoir. En fait, c'est je dois avoir une pêche quotidienne. Ce que je devais Mm. avoir en cas, mais je pouvais quand même avoir des moments où je pouvais avoir peut-être un peu moins la pêche et c'était pas grave. Là, j'ai pas le choix. Il faut toujours que je sois good vibes. Et en plus de ça, il faut que je prépare à fond, à fond, à fond chacun de mes meetings. C'est pas j'arrive, j'ai relu le contexte 30 minutes avant, 1 heure avant. Non, non. Là, c'est des fois travailler pendant 2-3 heures à me dire j'ai ce call-là, l'objectif de ce call-là, c'est d'arriver là. Comment je prépare pour être sûr de ça? Et c'est pas Mm. en 5 minutes sur un coin de table que tu vas le faire. Enfin, en tout cas, Mm. à date, j'ai pas l'expérience pour le faire. J'ai pas assez de Mm. recul, j'ai pas assez d'automatisme. Mais vraiment, c'est ton travail de préparation. Quelles sont les questions et surtout, quel est l'objectif de ce call-là? Ah, moi, je suis d'accord avec toi. Enfin, quand on le fait en 5 minutes ou en 10 minutes, on a une mauvaise Ben, tu surprise loupes trop de derrière. trucs. Bah oui. Et tu raccroches, tu te dis, oh Ah, punaise, le truc quel j'ai fait, je sais ouais. pas. Ouais, et puis on a moins de chances en plus de se rattraper par rapport à avant. Tu pouvais foirer un rendez-vous, tu avais une deuxième chance. Aujourd'hui, c'est compliqué, quoi. Tu as zéro chance. Je sais que tu as un rendez-vous juste après, donc on va conclure et avec une dernière question. C'est quoi les conseils que tu donnerais alors du coup à un CAM qui justement qui envisagerait de basculer vers du new business? Ah bah alors, il faut qu'il ait bien réfléchi en amont. Parce que t'as aucune garantie quand t'es un new business. C'est toi ta garantie. C'est pas ton outil. Il y a un peu de ton outil, il y a un peu de ton prix, mais c'est toi. Qu'est-ce que tu vas dégager? Comment tu vas expliquer les choses? Comment tu vas nurturer? Comment tu vas montrer l'envie à cette personne de comprendre? Comment tu vas comprendre l'impact? Comment tu vas travailler cet impact? Si jamais le projet se fait pas et se fait pas par moi, qu'est-ce qui va se passer chez toi? Tu vois? Hmm. C'est vraiment pas avoir peur de poser des questions et vraiment avoir cette niaque de se dire je suis un athlète, un marathonien quoi. Et du coup, tu t'es formé un peu là-dessus ou bah, j'imagine en interne vous êtes hyper structuré, mais tu continues à te former en fait un peu là-dessus sur la partie newbies? Ah bah grave, hein, là encore cet après-midi, je fais X faux call de découverte avec mon manager. Trop cool. Ok, Ouais. d'accord. Ouais. Ah Carrément, bah donc, ouais. ok, donc Ah tu bah je travailles repars. vraiment le côté focal, etc. Ok. Ah oui, oui, oui. Comme si, Ok. bah comme je te dis, hein, je te dis, je suis repassée par le talent acquisition, je refais tout. Bah en fait, comment veux-tu que je puisse atteindre mes objs si je me challenge pas? Si je me Hmm. fais pas challenger. Je vais pas Hmm. y arriver. Il y a des automatismes chez un newbie que tu n'as pas forcément à autant appuyer sur un key account manager. Après, il y a un truc quand même en commun, je pense qu'on peut avoir, c'est l'ultra-vigilance.
Mais exactement, En fait, je exactement. pense que du coup, tu l'as et du coup, tu vas quand tu sur Newbiz, il y a une réaction, tu vas la capter, tu vas dire: «Il y a un problème» et je pense que comme, Je sens direct. tu sens le Ouais, truc direct. Je je pense que sens ça va direct. Je t'aider. sens, tu sais, en plus, tu fais, ben là, on fait pas mal de vidéos, on voit moins les gens en vrai, mais tu le vois. Pendant une vidéo, la personne, elle regarde son téléphone, elle Mmh. t'écoute pas trop, elle fait autre chose et tout. Là, enfin, direct, au bonjour, déjà, tu sais si la personne, elle est ouverte ou elle aime, ou c'est mort. Et tu quel team toi? Tu team en fait quand tu vois ce genre de situation, qu'est-ce que tu fais? Tu rattrapes tu vas rentrer les pieds dans le plat en disant, «Ouais, j'ai l'impression que vous êtes pas très focus», Non, pour heu l'instant, j'ose pas. d'accord, OK, d'accord. Non, Je vais pour demander l'instant, non, mais je pense que, tu vois, c'est exactement comme la question, est-ce que tu dois rester dans la boîte, exactement. qui est hyper, qui déstabilise. Ouais. Et ben, je pense que à moyen long terme, quand je serai plus assurée, que j'aurai fait mes chiffres et tout, euh, là, cette question-là, je pourrais la dire, bon, est-ce que tu es vraiment investi dans ce que je suis en train de t'expliquer? Tu vois, je sens qu'il y a un truc. Je pense que j'aurais pas de mal à le faire. Ouais, je pense que tu auras pas de mal à le faire. Je Bon, en tout gagnerais cas du temps et au moins je comprendrais là où je dois taffer. OK, Qu'est-ce que j'ai soit manqué, soit qu'est-ce qu'elle a besoin. OK. Bah, écoute, merci énormément pour ces partages. En plus, c'était une conversation hyper agréable. Voilà, tu solaire, tu as la patate, Ouais, c'est ça se voit gentil. que tu es hyper passionné. Écoute, je te souhaite, bah, du coup, le meilleur dans le newbiz et d'exploser tes Merci chiffres beaucoup. Bah toi aussi, et du coup, voilà, bah, écoute, plein merci de good beaucoup, vibes, plein de bonnes choses. bah, écoute, merci et puis, écoute, je te souhaite une excellente, journée. Ciao. Merci, salut Laetitia, bonne À journée. plus. Ciao, ciao. Et vous, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Et si vous voulez continuer à accéder aux meilleures stratégies pour augmenter vos taux de closing, n'oubliez pas du coup de commenter, de partager, de vous abonner, soit sur votre plateforme de podcast préférée, Apple Podcast, Spotify ou autre, ou bien sur YouTube. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.